Bonjour à tous, dans ce tutoriel Python, nous allons parler d'un concept très important en informatique que vous avez peut-être d'ailleurs rencontré dans notre langage de programmation et que nous appelons itérateur. Alors le langage Python fait la distinction entre deux termes précis. Nous avons le terme itérateur et le terme itérable. Un itérateur, c'est tout simplement un objet, donc une donnée qui va représenter un flux, d'accord, un flux de données. Et on va avoir l'itérable qui est un objet, parce qu'on parle de Python ici, qui va permettre de renvoyer ces différents éléments. Ce qui nous permet notamment, via une boucle, de parcourir les différents éléments d'une structure et de pouvoir les récupérer puisqu'ils sont renvoyés. Voilà, on va bien distinguer ces deux choses-là et on va regarder en termes de code ce que ça peut donner, comment ça fonctionne, déjà de base, parce que les itérateurs sont utilisés même de manière implicite dans des programmes que vous avez très certainement déjà fait ou utilisés jusqu'à présent, et on verra ensuite manuellement comment s'en servir nous-mêmes pour voir un petit peu ce que ça apporte de plus au niveau de la programmation. On va basculer directement sur notre éditeur et on va regarder ça très rapidement. Alors, si on reprend la base finalement, c'est-à-dire là où on a eu, où il a été question d'itérateur sans forcément qu'on le dise précisément ou qu'on le voie explicitement, puisque c'est quelque chose qui est masqué, on le retrouve notamment avec les boucles. Rappelez-vous lorsque nous faisions une chaîne, donc on écrivait un mot, ici j'enlève la souris, on écrivait donc comme ça un terme, et ensuite nous faisions une boucle de parcours, donc on utilise une boucle for via l'opérateur in, donc là je vais marquer voilà, l'opérateur in, donc pour chaque lettre du mot, et nous faisions un petit print de l'élément que nous avions ici, d'accord. On va tester ça, et vous voyez ce que nous obtenons, l'élément a bien été parcouru, je rappelle ici que c'est une chaîne de caractères, donc c'est un type séquentiel, dont on peut parcourir sur celui-ci, et en utilisant cette boucle for, avec cet opérateur in, nous avons différents éléments qui sont affichés, c'est-à-dire que les éléments finalement de notre séquence, de notre chaîne de caractères, ce sont ces caractères, d'accord. Donc elle est capable de renvoyer les éléments un à un, donc ici la chaîne de caractères est un itérable, d'accord, qui peut nous renvoyer ces différents éléments. Pour cela, il y a un itérateur qui est créé, qui est utilisé en fait ici, c'est-à-dire qu'on dès qu'on va avoir en fait l'utilisation de la boucle for, elle va faire un appel implicite qu'on ne voit pas évidemment parce que nous n'avons pas à le faire nous-mêmes, à une fonction qui s'appelle iter. Voilà, c'est une des fonctions que nous avons dans le langage qui nous permet justement de créer cet itérateur. On va retrouver également une autre fonction qui va nous permettre de parcourir, c'est-à-dire d'accéder à chacun des éléments, qui est la fonction next. Voilà, c'est ce couple de fonctions qui va être bien pratique au niveau de l'utilisation de nos itérateurs. Donc quand vous faites une boucle for pour parcourir un élément, ça fonctionne pour une liste également. Voilà, si on fait par exemple une liste de n'importe quoi, tout élément séquentiel, c'est-à-dire une liste, un tuple, un dictionnaire, etc. On peut bien évidemment retrouver chaque élément. Donc là je vais avoir la même chose, je vais parcourir séquentiellement, et vous voyez qu'on retrouve la même chose. Alors non, parce que là j'ai fait une bêtise, j'ai marqué li. Voilà, on parcourt bien chaque élément un à un. Les éléments de cette liste, ce sont des entiers, donc elle les renvoie. C'est un objet itérable, la liste, au sens de Python, et donc on peut parcourir ces différents éléments via notre itérateur qui est ainsi créé. Voilà, c'est quelque chose de très très simple. Alors si on veut faire manuellement, voir un petit peu comment que ça fonctionnerait manuellement, on peut éventuellement tester ça. On va revenir, donc on va partir sur cet exemple-là. On va créer notre itérateur, d'accord. Donc par exemple ici on va faire un itérator, c'est pas un mot réservé donc ici. On va appeler notre fonction iter sur l'élément à itérer, d'accord, qui est itérable, donc ici la liste, voilà c'est le cas, donc il n'y a pas de problème, d'accord, je rappelle ici, liste, voilà, est itérable, donc il n'y a pas de souci, et à partir de là, nous avons notre itérateur, d'accord, qui est ici, et on va pouvoir l'utiliser pour parcourir chacun des éléments que nous avons. Donc par exemple, si je fais un print de next de l'itérateur, il va renvoyer l'élément qui suit, d'accord, le prochain élément, l'élément suivant. Donc je fais ça, et vous voyez qu'on obtient ce différent élément. Si je le fais à nouveau, on constate que voilà, on va parcourir chaque élément un à un, et ça jusqu'à la fin. Donc voilà, je vais répéter l'instruction, c'est pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. On va le répéter plusieurs fois, pour que vous voyez un petit peu ce que nous obtenons. Et à un moment donné, quand on a fini finalement de parcourir, qu'il n'y a pas d'autres éléments dans l'objet itérable, on obtient une exception qui est levée, qui est stop iteration. D'accord, cette exception qui est levée. Vous avez remarqué d'ailleurs, quand on fait une boucle for, on n'observe pas, on ne remarque pas cette levée d'exception, sinon d'ailleurs il faudrait la traiter avec un bloc try except, c'est tout simplement parce que le for traite en fait directement ce type d'exception. Donc il va savoir en fait la capturer lui-même et traiter comme il faut pour pouvoir arrêter en fait le parcours et arrêter les itérations en fait au niveau de votre structure. Donc pas de problème à ce niveau-là.
Voilà, donc ça reviendrait en fait à cet usage-là. Donc ici, ce qu'il faudrait faire, à un moment donné, c'est de faire un try, c'est-à-dire try, ou alors simplement de faire une boucle infinie, comme ceci, et ensuite d'essayer tout simplement d'afficher le prochain élément de l'itérateur, tout simplement. Et sinon, puisqu'on sait que ça peut lever une stop iteration, et on peut l'arrêter à ce moment-là. Voilà, on peut quitter notre boucle, et voilà, d'accord. Donc là, je pense qu'on a l'équivalent, je n'ai pas besoin de rajouter tellement d'autres choses, et on retrouve le comportement de départ, d'accord. Donc ça revient à ce code-là, finalement, mais tout ceci, vous n'avez pas à le faire, principalement, en utilisant la boucle for, encore une fois, et en utilisant, bien sûr, l'opérateur in qui vous permet de parcourir. Donc tout ceci fait des appels implicites à ces différentes fonctions et vous permet de parcourir la structure. Alors, si vous avez bien compris le principe, je pense qu'avec ces explications, vous comprenez bien que ce principe d'itérateur finalement agit comme une surcouche. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement tel qu'il est pour chacun de nos éléments. Là, on peut travailler sur une liste. Je l'ai fait tout à l'heure avec une chaîne de caractères. Ça s'est comporté de la même manière. Ça vient véritablement s'ajouter comme une couche d'abstraction pour parcourir, d'accord, itérer finalement sur des éléments itérables. Donc l'avantage, c'est que toute donnée qui est dite itérable en Python, même si vous créez plus tard votre type d'objet et vous le rendez itérable, vous pourrez utiliser les fonctionnalités des itérateurs pour pouvoir parcourir tout cela. Et on va le faire justement, parce que je vous ai prévu un petit exemple sympa pour le tutoriel, comme ça vous aurez quelque chose, un petit point de départ, parce que c'est pas forcément évident de s'illustrer un petit peu l'utilité des itérateurs, c'est pour ça que ça fait partie des tutoriels, parce que c'est une annexe, pas quelque chose d'essentiel en soi, parce que c'est utilisé de manière implicite par le langage, et souvent quand on veut en faire usage manuellement, on voit pas trop l'utilité. Donc je vous donnerai quelques petits exemples pour vous voyez un petit peu à quoi ça peut servir, quelle chose ça rajoute. Donc c'est vraiment une couche d'abstraction qui permet en fait de manipuler plus facilement un certain type d'objet, d'accord, pour pouvoir encore une fois faire ces parcours là facilement et de ne pas s'embêter avec tout un tas d'instructions en plus qu'on devrait rajouter alors qu'on peut finalement gagner pas mal de lignes de code à ce niveau-là. Voilà pour les explications pour cette partie. Donc on va justement regarder un premier exemple qui va suffisamment être parlant, c'est finalement comment on rend un élément, en tout cas comment on obtient notre itérateur, d'accord. On va retrouver deux méthodes spéciales. Alors là, si vous ne savez pas ce qu'est une méthode spéciale, je vous renvoie vers le tutoriel sur les méthodes spéciales, qui est dans cette même playlist d'ailleurs, où vous retrouvez notamment les méthodes qui sont sous ce format-là. Vous avez voilà un nom de méthode comme ceci. D'accord, ce sont des méthodes spéciales, on les reconnaît, et vous en avez déjà utilisé au cours de la formation Python, notamment init, et pas mal d'autres que nous avons vus aussi. Donc ici, on en a deux qui nous intéressent principalement, c'est iter, d'accord, et finalement nous avons celle qui concerne next. Voilà, ça paraît logique puisque nous avons ensuite les deux fonctions natives du langage, à savoir iter et next. Et je pense que maintenant vous avez compris à ce stade, en tout cas si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez peut-être pas encore vu assez de contenu au niveau du cours, mais vous avez sûrement compris que Python fait beaucoup, dans les manipulations, dans le code que vous écrivez, fait beaucoup d'appels implicites à des méthodes spéciales, et par la suite on peut parfaitement les réécrire, les redéfinir, les surcharger dans nos classes pour pouvoir changer un peu le comportement qu'elles ont par rapport à nos types de données que nous créons et que nous manipulons. Donc on va revenir sur un cas justement qui est assez intéressant sur l'itération et qu'on prend assez souvent dans ce genre de cas, qui est range. D'accord, si on fait donc un intervalle, on peut obtenir par exemple un ensemble de valeurs. D'accord, on va recréer un petit peu ce type de données, parce que c'est un type d'objet en Python, pour créer le nôtre, en mettant justement en place ces différents concepts que l'on retrouve pour les itérateurs. Alors vous verrez dans un autre tutoriel, j'ai pas voulu le faire dans le même parce que ça aurait alourdi un petit peu la vidéo inutilement, un autre concept qu'on appelle les générateurs et qui sont assez vite associés, d'accord, intimement associés aux itérateurs. On trouve souvent un petit peu les deux ensemble, mais ça fera office ces sujets à une autre vidéo, les générateurs, et ici on s'occupe vraiment des itérateurs. Donc on va créer une classe, et c'est là que ça va avoir un intérêt, c'est-à-dire plutôt que de passer par quelque chose d'automatique, on va créer une classe. Pour obtenir un itérateur ou quelque chose en tout cas qui est itérable, on va devoir implémenter, donc redéfinir, ces deux méthodes spéciales que je vous ai montrées, c'est-à-dire iter et next. D'accord, donc on va le faire justement et on va recréer un petit peu notre classe range. D'accord, on va refaire un petit peu ce cas-là de manière simple. Le but c'est pas de faire un code énormissime. On est sur un tutoriel, c'est que vous compreniez le principe. Donc ici je vais appeler ça R. Alors si vous faites des exemples de votre côté, choisissez un nom un peu plus complet, d'accord, que moi c'est pour l'exemple, mais vous pouvez faire un nom un peu plus explicite. Et ici, on va créer on va initialiser notre objet. On va lui passer un élément final pour dire en fait à quel moment on s'arrête, d'accord, au niveau de l'intervalle.
Et ici on va pouvoir définir ça. Alors, petite sécurité simple, hein, si je veux en fait une valeur positive strictement, donc même pas de 0, et si ce n'est pas le cas, on fera un petit, on va retourner value error hein, simplement. Je vais mettre point d'arrêt, parce que c'est ça finalement, point d'arrêt de l'intervalle invalide. Voilà. C'est juste histoire de pas accepter n'importe quoi comme valeur. Et bien sûr, on pourrait compléter cette classe avec d'autant plus de vérification à ce niveau-là. On aura notre valeur de départ, donc qui est la valeur courante, celle qu'on va en fait itérer, qui sera bon au départ de 0. On pourrait choisir autre chose. Hein. On pourrait d'ailleurs faire un système d'intervalle en partant d'un minimum et d'un maximum spécifié. Donc encore une fois, on va rester sur un exemple un peu plus court, avec un point de départ qui vient toujours de 0, et le point d'arrêt qui sera exclu. D'accord. Donc c'est un intervalle en fait où 0 est inclus, et ce que l'on aura dans end sera exclu, comme c'est souvent le cas d'ailleurs en mathématiques, et on travaillera ici, avec ce choix-là en tout cas qu'on aura fait. Et pour end, on va rester là-dessus, ce sera également un attribut. Nous allons réécrire nos méthodes spéciales. La première, iter. Et ici, comme il va faire office d'itérateur, c'est-à-dire qu'on va rendre en fait R comme un itérateur, bah on peut se permettre de le retourner lui-même. D'accord, c'est ce qu'on fait souvent, parce qu'on n'a pas besoin en fait, l'itérateur, si vous voulez, a besoin d'implémenter sa méthode iter aussi, et on peut le retourner lui-même. D'accord, on retourne l'instance elle-même, et comme ça on ne se prend pas la tête à ce niveau-là. Et ensuite, on va faire, et là c'est plus intéressant, l'implémentation de la méthode spéciale next. C'est celle-ci qui va nous permettre en fait, de pouvoir parcourir cet élément. C'est-à-dire que comprenez bien que cette classe, nous venons de la créer. Si nous voulions à un moment donné faire quelque chose de ce style for v-in de mon objet, donc je sais pas, genre ob, ou je vais appeler ça ran, voilà, pour faire quelque chose comme ça, par exemple, voilà. J'aimerais pouvoir parcourir finalement chacun de mes éléments, d'accord. Ça, on peut très bien le faire avec un objet qui est déjà itérable, d'accord, conçu par les développeurs de Python, il n'y a pas de problème. Mais si nous mettons à créer une classe, forcément, elle ne peut pas être itérable par défaut, d'accord. Elle ne peut pas se comporter de cette sorte pour pouvoir profiter des fonctionnalités des itérateurs. Donc on va rendre cela possible en implémentant cette méthode spéciale next. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple, hein, le code en soi n'est pas compliqué. Ici, on va incrémenter current de 1, parce qu'on va parcourir chacune des valeurs. Et ici, on va simplement dire, si la valeur actuelle est plus grande que la valeur finale, donc le point d'arrêt, et ben on va lever, puisque c'est ce qu'il faut faire hein, pour que ce soit un itérateur, la fameuse stop iteration. D'accord, c'est le type utilisé pour les itérateurs. Et sinon, on retourne tout simplement current, et comme moi je veux bien prendre un jeu que ça parte de 0 inclus, et je vais retourner toujours la valeur -1, voilà, actuelle -1. Sinon, comme on fait, vous voyez ici l'incrémentation, il va commencer à retourner 1, alors moi je veux qu'il retourne d'abord 0. Voilà, donc c'est très simple comme usage, et à partir de là, si j'ai pas fait de petites erreurs, normalement, alors non, à chaque fois je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai pas envie de mettre l'élément itérable, voilà. Et vous voyez qu'on est bien, donc ici on indique qu'on veut un intervalle donc jusqu'à 5, donc ça veut dire de 0 inclus à 5 exclus, et c'est bien ce que nous avons. 0 est inclus, le 5 est exclu, donc on s'arrête à 4. Voilà. Et on peut parfaitement changer ça par une autre valeur. Et nous avons recréé de manière un peu plus courte, finalement, cet objet, cette classe range, qui nous permet de créer un intervalle ici de valeurs. Voilà, donc avec cette réécriture-là, ici, nous obtenons notre élément itérable, et on utilise l'itérateur. C'est-à-dire qu'il fait office d'itérateur, c'est pour ça qu'on fait ici encore une fois un petit return self, on le retourne lui-même, pour pouvoir comme ça ensuite, au niveau du for, être utilisé. Comme la conception de cette boucle, d'accord, de cette boucle un peu particulière, va gérer, comme je vous l'ai dit, ce type d'itération, vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire un try, encore une fois, et de faire un except de stop iteration, tout est géré par la boucle for. Si vous passez par ce type de boucle, ceci sera parfaitement géré, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est un exemple d'usage qu'on peut avoir à ce niveau-là, et si on veut par exemple créer, éventuellement, après, si on veut se servir de la gestion d'exception que j'ai faite ici, si on veut faire ça plus proprement, par contre, c'est de faire ça, voilà. Ensuite, c'est de faire value error, puisque ça peut être levé dans le cas où, ici j'indique une valeur négative, et ici c'est dans le cas où c'est bon, et on fait ça. Voilà, et là, on protège, on sécurise à ce niveau-là, ce qui fait que là, j'ai voulu indiquer une valeur négative, c'est pas bon. Si j'indique 0, même chose. Hop, d'accord. Et si j'indique autre chose, donc une valeur positive, cette fois-ci c'est bon. Voilà, on va de 0 à 31. Donc 32 exclu. Voilà, pour ce premier exemple,
qui utilisent comme ça un petit peu ces deux méthodes spéciales, donc très importantes, hein, c'est les deux là sur lesquels on se concentre principalement pour tout ce qui est itérable et travailler justement sur ces itérateurs là. Un autre exemple que j'aime bien utiliser qui concerne pas mal ce qu'on peut retrouver par exemple dans un jeu vidéo quand on a besoin d'avoir une structure qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on va partir d'un type qui existe déjà en Python, qui va intégrer une classe qu'on va écrire, qui fera partie d'une classe que nous allons écrire, et on va ensuite ajouter notre surcouche de l'itérateur pour agir comme une surcouche pour l'itération sur ce type-là. C'est-à-dire qu'on va utiliser une liste, et plutôt que de devoir parcourir directement la liste, nous on va faire parcourir notre classe. Et en parcourant notre classe, ça va itérer en fait sur les éléments de la liste incorporée à la classe. Alors ça peut sembler un peu compliqué dit comme ça, mais avec le code vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus clair. On va donc représenter une classe, écrire une classe qui va représenter un inventaire. Par exemple, dans un jeu vidéo, on a souvent dans les RPG ou autres un inventaire, qui est composé d'objets. Évidemment, je ne vais pas m'amuser à faire un inventaire avec un système de capacité, un système d'objets où chaque objet sont également des classes qui possèdent un nom, etc. pour pas complexifier inutilement. C'est pas le but dans cette vidéo là. Donc on partira du principe que notre inventaire sera composé de chaînes de caractères et c'est les chaînes de caractères qui représenteront les objets. Bien sûr, si vous voulez faire de vrais objets en créant un type de classe pour représenter les objets de votre inventaire, vous le pouvez, vous pourrez même reprendre l'exemple que je vais vous donner là et le modifier pour l'adapter à vos besoins. Ça fonctionnera sans problème. Donc ici, on va faire quelque chose de très minimaliste aussi. On va se dire donc que notre inventaire est représenté par un nom et ce sera très bien. D'accord ? Le nom de l'inventaire, par exemple, ça peut être un sac, ça peut être une malle, ça peut être un coffre, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et on aura tous ces éléments-là. Et ceci, content est une liste, voilà. Donc ça, on sait, la liste est un type itérable en Python, on n'a pas de problème. Donc nous, encore une fois, pour s'éviter de travailler directement avec ça, on veut une surcouche pour pouvoir finalement itérer sur ça. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas m'amuser à parcourir self.content, qui n'a pas beaucoup de sens dit comme ça, je veux pouvoir en revanche parcourir le contenu de mon inventaire, de cette classe-là, ce qui déjà est beaucoup plus parlant. Donc on va réécrire les différentes méthodes dont on a besoin pour avoir cette surcouche d'abstraction et vous allez voir que ça va rendre les choses faciles par la suite. Donc ce qu'on veut faire principalement, alors add, est-ce que je peux déjà ajouter un élément add? Oui, puisqu'on travaille sur une liste, donc on va faire quelque chose de simple encore une fois. Voilà, on va dire append et on va ajouter un objet, donc on a besoin d'un objet ici. Voilà, donc vous voyez très simple, on utilise la méthode de liste. Voilà, on s'embête pas, on va pas réinventer la roue ici, on utilise ce qui existe déjà. Voilà, donc là j'ai un inventaire où je peux donc le définir avec un nom. Il possède donc par défaut, en tout cas c'est un inventaire vide, voilà, pour rester simple, et on peut ajouter différents éléments. Encore une fois, on n'a pas indiqué ce que c'est comme type, donc nous ce seront des chaînes de caractères. Donc là je peux créer mon inventaire, par exemple créer une chest, chercher le nom. Voilà, inventory, on va l'appeler large malle, voilà, et on peut ajouter ensuite différents objets. Donc je peux faire chest.add, par exemple une épée en bois. On peut ajouter une potion de soins mineurs. Donc vous voyez classique, ce qu'on retrouve dans un RPG finalement. Et ajouter par exemple des marques, voilà, marque d'honneur, n'importe quoi, voilà. C'est histoire d'avoir des noms. Voilà. Là, si nous voulions faire un parcours de l'inventaire, encore une fois, on sera obligé de passer par ça. D'accord ? C'est-à-dire qu'on sera obligé, au lieu de passer par une surcouche, de faire finalement item, in, self, enfin plutôt chest.content, d'accord, et parcourir chaque élément de la liste en utilisant son itérateur à elle. Puisque ici, il nous set un objet itérable. Nous, on veut encore une fois, comme je vous l'ai dit, parcourir directement l'inventaire. Puisque finalement, on pourrait avoir éventuellement d'autres éléments. Et tout ce qui est itérable ici au niveau de notre inventaire, ça va être ça. Ça va être son contenu, puisque c'est ça qui représente notre inventaire. Donc pour rendre cela possible, puisque là, si j'essaye de faire un for item in chest, voilà, en gros pour chaque objet de l'inventaire, ce qui semble lisible, ça ne marchera pas, d'accord, parce que ici ce n'est pas un élément itérable. Donc on va rendre ça possible. Alors d'ailleurs j'aimerais bien voir un petit peu, vous montrer quand même ce que ça nous retourne comme erreur. Voilà, donc vous voyez, inventory object is not iterable, donc ce n'est pas un objet itérable, donc on a une type error et c'est normal d'avoir ce comportement là. Donc on y va, on va rendre cela possible maintenant en utilisant tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors je vais le mettre plus haut, parce que ce sont des méthodes spéciales à redéfinir, donc je vais les mettre ici. On va commencer par iter, donc ça c'est ce qui va finalement retourner, ce qui va faire office d'itérateur. Alors ça pourrait être une autre classe, si vous voulez par exemple faire une classe à part qui est l'itérateur de votre inventaire, vous pouvez, j'aurais pu créer ici un inventory iterator, d'accord.
donc ailleurs, voilà, créer ça, et d'utiliser ça ensuite comme inventaire, d'accord? Enfin, l'itérateur d'inventaire. Moi, encore une fois, je vais rester sur quelque chose de plus simple. Ici, je vais simplement dire, et utiliser finalement les fonctionnalités de notre liste, puisque c'est déjà un type qui existe dans Python. Donc je veux créer mon itérateur sur un élément déjà itérable en Python, à savoir la liste, donc self content. Comme ça, j'utilise en fait les fonctionnalités du langage. Encore une fois, on ne réinvente pas les choses. Maintenant, si j'avais créé mon propre système de liste, il aurait fallu retourner ici une instance en fait de la classe qui représente mes listes à moi. Mais Python en a déjà, pourquoi j'irais en inventer d'autres? Donc ici, j'ai ce qu'il faut par rapport aux besoins que j'ai pour ce programme-là. Et ensuite, pour Next, vous allez voir que ça va être assez court aussi, puisque c'est parcourir chacun des éléments. Et bien, je vais, pareil, faire appel à Next sur notre liste, puisque je sais que ma liste, la liste en Python, implémente les deux méthodes spéciales, iter et next. Donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Et là, je rends itérable mon objet au complet, donc comme une couche d'abstraction encore une fois, et vous voyez que je peux parcourir les différents éléments. Comme si en fait finalement inventaire ici était une liste, d'accord? C'est comme s'il était devenu en fait de type de classe liste. Alors que vous voyez bien que non, c'était classe inventory. Voilà, donc on l'a rendu itérable comme une liste, comme un dictionnaire, comme un tuple, voilà, tous ces éléments-là, et à la manière de n'importe quel autre type natif de Python, en implémentant encore une fois les deux méthodes adéquates. Donc très simple à faire, un exemple qui est je pense suffisamment explicite et qui vous montre un petit peu comment on peut mettre ça en œuvre. Voilà. Écoutez, sur les itérateurs, pour rester sur l'essentiel, en tout cas, vous avez tout ici. Alors, il faut savoir qu'en Python, on a pas mal de modules et d'outils pour travailler sur des systèmes d'itérateurs beaucoup plus avancés, beaucoup plus complexes, et qui répondent des fois à des besoins bien spécifiques, sur on va dire, des manipulations bien précises. Donc je vous laisse bien sûr vous intéresser à ça si ça peut vous servir. Mais en tout cas, maintenant, vous savez précisément ce qu'est un itérateur, ce qu'est un objet itérable, et si vous avez besoin de mettre en œuvre ces différentes fonctionnalités au sein d'une classe que vous créez, d'un type d'objet que vous avez créé. Maintenant, vous savez un petit peu comment faire, et je vous invite à vous entraîner, à vous exercer avec quelques petits programmes comme ça, pour mettre ça en place. Là, vous avez deux exemples qui peuvent vous servir éventuellement de base, un qui travaille sur l'itération d'entier, un qui travaille sur l'itération ici de chaîne de caractères, mais qui pourrait être une itération sur d'autres types, à vous d'adapter. Vous pouvez changer la liste par un dictionnaire, changer la liste par un type de données à vous aussi. Voilà, donc à vous de voir, vous pouvez créer d'autres classes pour vous exercer, voir un peu comment ça fonctionne. En tout cas, le principe est là, et si vous avez compris ça, déjà vous serez tranquille sur pas mal de choses qui aident à la compréhension au niveau du langage lui-même. Je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel, pour une autre vidéo sur la chaîne, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo. A bientôt.